Avez-vous déjà remarqué que vous attirez toujours le même genre de personnes, des âmes brisées, des personnes qui ont besoin d'aide, des individus qui déversent sur vous leurs problèmes, leurs douleurs, leurs blessures béantes. Et vous, tel un aimant, vous ne pouvez simplement pas dire non, vous absorbez leurs souffrances, vous portez leur fardeau. Et à la fin de la journée, vous êtes épuisé, vide, vidé émotionnellement, tandis qu'elles s'en vont soulagées. Vous restez avec le poids. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. Et ce n'est certainement pas parce que vous êtes trop gentil. Il existe une raison neurologique et psychologique profonde à cela. Carl Jung a identifié ce schéma il y a près d'un siècle. Andrew Huberman, neuroscientifique de Stanford, a expliqué le mécanisme cérébral exact qui se cache derrière. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer la façon dont vous comprenez vos relations. Jung a identifié un archétype qu'il a appelé le guérisseur blessé. Cet archétype provient de la mythologie grecque, plus précisément du centaure Chiron. Chiron était un guérisseur extraordinaire. Il connaissait toutes les herbes médicinales, toutes les techniques de guérison. Mais il y avait un détail crucial. Il portait lui-même une blessure incurable. Une flèche empoisonnée avait atteint son genou. Et cette blessure ne s'est jamais cicatrisée. Il pouvait guérir n'importe qui, sauf lui-même. Jung a réalisé que ce mythe décrit un schéma psychologique bien réel. Les personnes qui sont attirées vers des rôles de guérison, les personnes vers qui les autres se tournent naturellement lorsqu'elles souffrent, portent souvent leurs propres blessures profondes, non guéries. Ce n'est pas malgré leurs blessures qu'elles deviennent des guérisseurs. C'est grâce à elles. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychology a révélé que 73,9% des thérapeutes rapportent avoir vécu des expériences significatives de blessures personnelles avant de se lancer dans la profession. Ce n'est pas une coïncidence. La blessure est ce qui crée la sensibilité. La blessure est ce qui permet de comprendre la douleur de l'autre. La blessure est ce qui attire les autres personnes blessées. Mais c'est là que la neuroscience d'Huberman entre en jeu et explique exactement comment cela fonctionne dans le cerveau. Il existe un système dans votre cerveau appelé le système des neurones miroirs. Ces neurones ont été découverts par hasard dans les années 90 par des chercheurs italiens. Ils étudiaient le cerveau de singes quand ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les mêmes neurones qui s'activaient lorsque le singe attrapait une banane s'activaient aussi lorsque le singe observait simplement un autre singe attraper une banane. Le cerveau était littéralement en train de refléter l'action observée. Chez l'humain, ce système est extraordinairement développé. C'est ce qui permet l'empathie. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, vos neurones miroirs s'activent comme si vous ressentiez cette douleur. Littéralement. Ce n'est pas une métaphore. Votre cerveau traite la douleur observée en utilisant les mêmes zones qui traitent la douleur réelle. Mais tout le monde n'a pas un système de neurones miroirs aussi actif. Huberman a expliqué dans ses podcasts qu'il existe des variations significatives entre les individus. Certaines personnes ont des systèmes hyperactifs, d'autres ont des systèmes hypoactifs. Si vous êtes quelqu'un qui attire les personnes qui ont besoin d'être guéries, il est fort probable que votre système de neurones miroirs soit hyperactif. Vous sentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Non pas parce que vous le choisissez, mais parce que votre cerveau est littéralement construit ainsi. Et voici la partie perturbante que personne ne vous dit. Les narcissiques ont tendance à avoir des systèmes de neurones miroirs hypoactifs. Ils ne ressentent pas la douleur des autres avec la même intensité. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Cela signifie que neurologiquement, ils traitent l'empathie différemment. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Vous avez un système hyperactif. Vous sentez tout. Vous absorbez la douleur de tous ceux qui vous entourent. Et puis, apparaît quelqu'un avec un système hypoactif, quelqu'un qui n'arrive pas à sentir sa propre douleur correctement, quelqu'un qui a besoin d'une autre personne pour traiter ses émotions à sa place. Vous vous emboîtez, neurologiquement, parfaitement, tragiquement. Vous fournissez le traitement émotionnel qu'ils ne parviennent pas à faire seuls. Ils fournissent une source apparemment infinie de douleurs à traiter. C'est comme une prise et une fiche, complémentaires.
Mais l'énergie ne circule que dans une seule direction. Jung a appelé cela la projection complémentaire. Deux personnes avec des blessures opposées s'attirent parce que chacune porte ce dont l'autre a besoin. Mais la tragédie est que cette attraction ne mène pas à la guérison. Elle mène à l'épuisement de l'un et à la dépendance de l'autre. Il existe un autre mécanisme cérébral que Huberman explique et qui approfondit encore ce schéma. Il s'appelle le réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut est ce qui s'active lorsque vous n'êtes pas concentré sur quelque chose de spécifique. C'est là que se produisent l'autoréflexion, la rumination, la pensée sur soi et sur les autres. Et voici ce qui est fascinant. Les empathiques, les personnes hautement sensibles, ont tendance à avoir des schémas d'activation différents dans ce réseau. Plus précisément, les recherches montrent que les personnes ayant une forte empathie ont une plus grande connectivité entre le réseau du mode par défaut et les zones du cerveau qui traitent les émotions des autres. Cela signifie que même lorsque vous êtes au repos, même lorsque vous n'essayez pas activement de comprendre quelqu'un, votre cerveau est constamment en train de traiter les états émotionnels d'autrui. Vous n'arrivez pas à vous déconnecter, pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que votre cerveau n'a pas été construit pour se déconnecter. Et cela crée un cycle que Jung a décrit avec une précision effrayante, près de 100 ans avant que nous ayons les outils pour voir le cerveau fonctionner. Jung a dit que le guérisseur blessé attire des clients qui portent les mêmes blessures que lui. Pas n'importe quelle blessure, les mêmes blessures. Et cela se produit parce que le guérisseur reconnaît inconsciemment quelque chose de familier dans la douleur de l'autre. Il ressent une résonance, une connexion. Et cette connexion est irrésistible parce qu'elle promet quelque chose que le guérisseur désire secrètement, guérir sa propre blessure à travers l'autre. C'est ce que vous faites quand vous attirez des âmes brisées. Vous ne faites pas qu'aider les autres, vous essayez, inconsciemment, de résoudre votre propre douleur à travers le processus de guérison de la douleur de ces personnes. Si je parviens à réparer cette personne, peut-être que je prouverai que je peux aussi être réparé. Si je parviens à guérir cette blessure chez elle, peut-être que je découvrirai comment guérir la même blessure en moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. Jung était brutalement honnête à ce sujet. Il a dit que personne ne peut emmener un autre plus loin que là où il est allé lui-même. Si vous avez une blessure non guérie, vous pouvez aider les autres jusqu'au point où votre propre blessure commence. Après cela, vous êtes aussi aveugle qu'eux. Et que se passe-t-il quand vous arrivez à ce point? Vous vous épuisez. Vous absorbez la douleur que vous ne parvenez pas à traiter. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et la personne que vous essayez d'aider ne va pas vraiment mieux. Parce que vous projetez votre propre non-guérison sur elle. Huberman explique le composant hormonal de tout ça. Quand vous avez une interaction empathique profonde, votre cerveau libère de l'ocytocine. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'amour ou l'hormone de la connexion. Elle vous fait vous sentir proche, connecté, lié à l'autre personne. Mais voici le problème. L'ocytocine peut aussi vous rendre aveugle aux signaux de danger. Quand vous êtes inondé d'ocytocine pendant une interaction de guérison, vous ne remarquez pas que vous êtes en train d'être vidé. Vous ne remarquez pas que la personne prend plus que vous ne pouvez donner. Vous ressentez une connexion. Et vous interprétez cela comme signifiant que quelque chose de bon se passe. Votre cerveau est littéralement en train de conspirer contre vous. Ça, il vous récompense pour des comportements qui vous détruisent. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la neuroscience documentée. Et cela explique pourquoi vous continuez à répéter le même schéma, même quand vous savez consciemment que vous devriez arrêter. Parlons des 4 types de personnes que vous attirez le plus, et pourquoi. Le premier type est ce que Jung appellerait l'enfant éternel. Cette personne n'a jamais grandi émotionnellement. Elle cherche quelqu'un pour être sa mère ou son père émotionnel. Quelqu'un pour prendre soin d'elle, pour lui dire que tout va bien se passer, pour résoudre ses problèmes. Si vous avez été parentifié dans votre enfance, si vous avez dû prendre soin d'un parent émotionnellement indisponible, vous reconnaissez ce schéma intimement. Et l'enfant éternel le sent en vous. Il flaire votre entraînement précoce pour être un soignant. Le deuxième type est le narcissiste vulnérable.
Différent du narcissiste grandiose qui semble arrogant et dominant, le narcissiste vulnérable semble fragile, blessé, ayant besoin de protection. Il se présente comme une victime. Et vous, avec votre système de neurones miroirs hyperactif, vous absorbez le rôle de sauveur. Mais le narcissiste vulnérable n'est jamais satisfait. Peu importe ce que vous donnez, ce n'est jamais assez. Parce que son vide n'est pas quelque chose que vous pouvez combler. Le troisième type est ce que nous pourrions appeler un vampire émotionnel. Cette personne n'a pas nécessairement un trouble de la personnalité. Elle n'a simplement jamais développé la capacité de traiter ses propres émotions. Alors, elle externalise ce traitement vers vous. Après chaque conversation avec elle, vous vous sentez épuisé. Non pas parce que la conversation a été difficile, mais parce que vous avez littéralement fait le travail émotionnel qu'elle devrait faire seule. Le quatrième type est le miroir inversé. Cette personne a exactement la même blessure que vous, mais l'exprime de manière opposée. Si votre blessure est l'abandon, et que vous gérez cela en devenant le soignant parfait pour que personne ne vous quitte, le miroir inversé a la même blessure d'abandon, mais gère cela en devenant nécessiteux et collant, pour garantir qu'il ne sera pas abandonné. Vous vous attirez parce que vous reconnaissez la même douleur, mais au lieu de vous guérir mutuellement, vous renforcez les schémas dysfonctionnels l'un de l'autre. Jung avait un nom pour cette attraction, la synchronicité sombre, des événements qui ressemblent à une coïncidence, mais qui sont en réalité l'ombre attirant ce dont elle a besoin pour continuer à exister. Votre ombre, la partie de vous que vous ne voulez pas voir, votre propre blessure non guérie, attire exactement les situations et les personnes qui maintiennent la blessure ouverte, non pas parce que l'univers est cruel, parce que la psyché cherche la complétude, et la blessure est la partie de vous qui réclame de l'attention. Huberman ajoute une couche à cela avec son explication sur la neuroplasticité. Votre cerveau change en fonction de ce que vous pratiquez. Si vous passez des années à être le guérisseur, à être le réceptacle de la douleur des autres, à être le processeur émotionnel pour les autres, votre cerveau se moule littéralement pour ce rôle. Les circuits qui soutiennent ce comportement se renforcent. Les circuits qui permettraient d'établir des limites s'affaiblissent. Vous devenez de plus en plus compétent pour absorber la douleur des autres et de plus en plus mauvais pour vous protéger. Ce n'est pas le destin, c'est la neuroplasticité. Et la bonne nouvelle est que la même neuroplasticité qui a créé le problème peut créer la solution. Mais cela requiert quelque chose auquel la plupart des guérisseurs blessés résistent de toute leur force. Arrêtez de guérir les autres et commencez à se guérir soi-même. Jung a été absolument clair à ce sujet. Il a dit que le guérisseur ne peut guérir que dans la mesure où il a lui-même été guéri. Si vous voulez arrêter d'attirer les âmes brisées, vous devez d'abord réparer ce qui est brisé en vous. Cela semble égoïste pour la plupart des guérisseurs. Cela ressemble à de l'abandon. Cela semble trahir sa propre nature. Mais c'est exactement l'opposé. Pendant que vous êtes occupé à guérir tout le monde, personne ne vous guérit. Et une blessure qui ne reçoit jamais d'attention ne cicatrise pas. Elle s'infecte. Elle se propage. Elle finit par contaminer tout ce qui l'entoure. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Antoine avait 42 ans quand il est venu me voir. Il était psychologue clinicien depuis 15 ans. 120 clients par mois. Tout le monde le sollicitait. Collègues, amis, famille. Même des inconnus dans le bus finissaient par lui raconter leurs problèmes. Il avait cette présence, cette énergie qui dit « Raconte-moi ta douleur ». Mais Antoine était détruit de l'intérieur. Son mariage avait éclaté. Son ex-femme avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à oublier. « Tu donnes tellement aux autres qu'il ne reste plus rien pour moi ». Il était sous médicaments pour l'anxiété et la dépression. Il avait développé des problèmes cardiaques que les médecins attribuaient à un stress chronique. Et le plus troublant de tout, il avait commencé à ressentir de la colère envers ses clients. Une colère sourde qu'il cachait derrière des sourires professionnels, mais qui le rongeait de l'intérieur. Antoine était la personnification du guérisseur blessé qui n'a jamais traité sa propre blessure. Quand nous avons examiné son histoire, nous avons trouvé exactement ce que Jung prédirait. À 6 ans,
La mère d'Antoine a développé une dépression sévère après la mort de son propre père. Antoine est devenu le soignant émotionnel de sa mère. À 6 ans, il a appris à lire les états d'humeur de sa mère, à savoir quand parler et quand se taire, à fournir un confort émotionnel qu'un enfant ne devrait pas être responsable de fournir. C'est ce que nous appelons la parentification. L'enfant devient le parent du parent. Et dans le processus, l'enfant développe une sensibilité extraordinaire aux états émotionnels des autres, au prix de ne jamais apprendre à prendre soin des siens. Le système de neurones miroirs d'Antoine s'est développé dans un environnement où se syntoniser avec les états émotionnels de sa mère était une question de survie. S'il ne percevait pas quand elle était sur le point d'avoir un épisode, il ne pouvait pas se protéger ou tenter de prévenir. Son cerveau s'est littéralement construit pour l'hyperempathie, parce que c'était nécessaire pour survivre. Et 36 ans plus tard, il faisait encore la même chose. Sauf que maintenant, c'était avec le monde entier. La blessure originale d'Antoine était l'abandon émotionnel. Il n'a jamais eu une mère émotionnellement présente pour lui, parce qu'elle était plongée dans sa propre douleur. Alors il est devenu ce qu'il avait besoin de recevoir. Une présence bienveillante, un réceptacle pour la douleur, un guérisseur. Jung appellerait cela une compensation. Quand quelque chose d'essentiel manque dans notre psyché, nous créons l'opposé exagéré. Il y avait un manque de soins. Alors Antoine est devenu le soin personnifié. Mais le problème avec la compensation, c'est qu'elle ne guérit pas la blessure originelle. Elle ne fait que la masquer. Chaque fois qu'Antoine prenait soin de quelqu'un, il essayait inconsciemment de prouver que prendre soin était possible, que des personnes attentionnées existaient, que sa mère aurait pu prendre soin de lui si elle l'avait voulu. Mais cela ne fonctionnait jamais, parce qu'il soignait les mauvaises personnes. La personne qui avait besoin de guérison, c'était lui. Huberman parle d'un phénomène appelé mémoire somatique. Votre corps stocke les expériences émotionnelles, d'une manière que votre conscient n'atteint pas. Le cœur d'Antoine portait littéralement le poids de 36 ans d'émotions non traitées. Chaque client était un poids supplémentaire. Chaque personne guérie était une tentative frustrée de se guérir, à travers l'autre. Le point de rupture est survenu quand Antoine a réalisé qu'il détestait son travail. Pas les clients individuellement, l'acte même de soigner. Le rôle qu'il avait construit toute sa vie. C'était terrifiant pour lui, parce que guérisseur était son identité. Sans cela, qui serait-il? C'est cette peur qui maintient le guérisseur blessé prisonnier de ce schéma. La blessure est devenue l'identité. Le dysfonctionnement est devenu le but. Guérir la blessure signifierait perdre qui l'on est. Jung avait une réponse à cela, qui est profondément libératrice, quand vous la comprenez vraiment. Il disait que le but n'est pas d'éliminer la blessure, c'est de l'intégrer. La blessure n'est pas un défaut à enlever, c'est une porte vers une profondeur, que les personnes non blessées n'atteignent jamais. Le guérisseur blessé n'a pas besoin d'arrêter d'être un guérisseur. Il a besoin de se guérir lui-même d'abord, pour pouvoir ensuite guérir véritablement. Huberman ajoute la perspective neurologique. Il explique que la neuroplasticité n'a pas de limite d'âge. Votre cerveau peut créer de nouveaux circuits, à n'importe quelle étape de la vie. Les schémas hyperactifs d'empathie que vous avez développés peuvent être modulés. Vous n'avez pas besoin de les désactiver complètement. Vous avez besoin d'apprendre à les contrôler. Il existe une structure dans le cerveau appelée l'insula, qui est profondément impliquée dans l'empathie. L'insula traite à la fois vos sensations internes et votre perception des émotions d'autrui. Chez les personnes très empathiques, l'insula ne distingue souvent pas clairement entre la douleur propre et la douleur d'autrui. C'est littéralement ce qui se passe. Quand vous absorbez les émotions de quelqu'un, votre insula traite la douleur de l'autre comme si c'était la vôtre, parce qu'elle n'a pas appris à faire la distinction. Mais, et c'est crucial, cette distinction peut être apprise. Des pratiques de conscience corporelle, la méditation axée sur les sensations internes et la thérapie somatique peuvent entraîner l'insula à reconnaître la différence entre le je et l'autre. Il ne s'agit pas de devenir moins empathique, il s'agit de devenir plus perspicace, sentir l'autre, sans se perdre dans l'autre. Antoine a commencé ce travail. C'était difficile, douloureux. Il y a eu des moments où il a voulu abandonner,
et revenir au confort familier, de simplement absorber la douleur des autres. Au moins, il savait faire ça. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Il a commencé à percevoir quand il était en train d'absorber et quand il était juste en train d'être témoin. Il a réalisé qu'il pouvait être présent à la douleur de quelqu'un, sans ramener cette douleur à la maison. Il a réalisé que ses clients allaient en fait mieux, quand il était moins empêtré émotionnellement avec eux. C'est ce que Jung appelait la participation mystique, consciente versus inconsciente. Quand vous fusionnez inconsciemment avec l'autre, vous vous perdez. Quand vous participez consciemment à l'expérience de l'autre, en maintenant votre séparation, vous pouvez réellement aider. L'ironie qu'Antoine a découverte, c'est que plus il se guérissait, meilleur il devenait en tant que guérisseur, non pas malgré le fait de prendre soin de lui, mais grâce au fait de prendre soin de lui. Si vous vous êtes identifié à cette histoire, j'ai besoin de vous poser une question directe. À quand remonte la dernière fois où vous avez reçu des soins, pas donnés, reçus? À quand remonte la dernière fois où quelqu'un a maintenu un espace pour votre douleur, écouté vos problèmes, traité vos émotions avec vous? Si vous avez du mal à vous en souvenir, c'est un diagnostic en soi. Les guérisseurs blessés sont généralement terribles pour recevoir. Ils esquivent quand quelqu'un essaye de prendre soin d'eux. Ils changent de sujet. Ils disent qu'ils vont bien. Ils reviennent à l'autre. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la défense. C'est la peur de la vulnérabilité. C'est la blessure qui se protège, en s'assurant qu'elle ne soit jamais touchée. Huberman parle de la façon dont la vulnérabilité active des circuits de peur dans le cerveau. L'amygdale, le centre de la peur, se déclenche quand nous nous mettons dans des positions vulnérables. Pour les personnes qui ont été blessées tôt, en particulier par des personnes attentionnées, qui étaient censées protéger, la vulnérabilité est neurologiquement associée à un danger. Alors vous avez construit une vie où vous n'avez jamais besoin d'être vulnérable. Vous êtes toujours le fort, celui qui a les réponses, celui qui prend soin, jamais celui qui a besoin de soins. Mais voici la vérité, que personne ne veut entendre. Cette stratégie vous tue, littéralement. Des recherches montrent que l'isolement émotionnel, l'incapacité de recevoir du soutien, est un facteur de risque de mortalité, aussi important que de fumer. Votre corps a besoin de connexions réciproques, pas seulement de donner, de recevoir aussi. Et plus que cela, votre blessure originelle, celle qui vous a transformé en guérisseur en premier lieu, ne peut être guérie que dans la relation. Jung était catégorique à ce sujet. Les blessures relationnelles nécessitent une guérison relationnelle. Vous ne pouvez pas vous en sortir en y pensant. Vous avez besoin d'expérimenter quelque chose de différent. Vous avez besoin d'expérimenter. Le fait d'être soigné, d'être vu, d'être maintenu émotionnellement, sans avoir à maintenir en retour. C'est terrifiant pour la plupart des guérisseurs blessés, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin. Laissez-moi vous donner les 5 étapes qu'Antoine a suivies et que vous pouvez adapter à votre propre parcours. Première étape, reconnaissez la blessure originelle, pas intellectuellement, viscéralement. Retournez au moment où vous avez appris pour la première fois que vous deviez être le soignant. C'est généralement dans l'enfance. Cela implique généralement un père ou une mère qui n'était pas émotionnellement disponible. Trouvez ce moment. Sentez la douleur de cet enfant qui aurait dû être soigné et qui, au lieu de cela, a dû prendre soin. Deuxième étape, identifiez le coup actuel. Listez toutes les façons dont le schéma du guérisseur blessé vous affecte maintenant. Relations ratées, épuisement chronique, colère refoulée, problèmes de santé, incapacité de recevoir. Voyez le coût réel. Pas pour vous blâmer, pour motiver le changement. Troisième étape, commencez à pratiquer le fait de recevoir, en petite dose. N'essayez pas soudainement d'accepter toute la vulnérabilité que vous avez évitée pendant des décennies. Commencez petit. Laissez quelqu'un payer votre café. Acceptez un compliment sans le rendre immédiatement. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, répondez honnêtement, au lieu de dire automatiquement « bien ».
Entraînez votre cerveau à tolérer le fait de recevoir. 4e étape. Fixez des limites claires avec les personnes qui vous épuisent. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde. Il s'agit de reconnaître qui est dans une relation réciproque avec vous et qui se contente d'extraire votre énergie. Avec ces vampires énergétiques, vous avez 2 options, renégocier la dynamique ou réduire le contact. Il n'y a pas d'autre option que de continuer comme avant. Ce chemin mène à l'épuisement total. 5e étape. Recherchez vos propres espaces de guérison. Thérapie, groupe de soutien, amitié où vous pouvez être vulnérable. Tout contexte où vous pouvez pratiquer le fait de recevoir. Ce n'est pas une faiblesse de chercher de l'aide. C'est exactement ce que vous prescrivez à tout le monde. Appliquez-le à vous-même. Il y a quelque chose que Jung a écrit qui résume parfaitement tout cela. Il disait que l'aventure la plus grande et la plus noble qu'un être humain puisse entreprendre est le voyage de retour à lui-même. Vous avez passé votre vie à voyager pour les autres, pour leurs douleurs, pour leurs blessures, pour leur guérison. Peut-être est-il temps de faire enfin le voyage qui compte, le voyage de retour à vous. Huberman nous rappellerait que chaque étape de ce voyage reconfigure littéralement votre cerveau. Chaque fois que vous pratiquez le fait de recevoir, vous renforcez des circuits qui étaient atrophiés. Chaque fois que vous établissez une limite, vous prouvez à votre amygdale que la vulnérabilité ne signifie pas danger. Chaque fois que vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, vous brisez un schéma qui a peut-être des décennies. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et vous? Qui savez si bien comment aider les autres à changer? Vous avez certainement la capacité d'appliquer cette sagesse à vous-même. Il suffit du courage de regarder enfin votre propre blessure, au lieu de vous cacher derrière celle des autres. Il y a un dernier concept que je dois partager avant de conclure. Jung appelait cela l'individuation. C'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, et non qui vos blessures vous ont forcé à être. Pour le guérisseur blessé, l'individuation signifie découvrir qui vous êtes au-delà du rôle de guérisseur. Cela signifie réaliser que votre identité ne dépend pas du fait d'être nécessaire, que vous avez de la valeur, même lorsque vous ne sauvez personne. C'est révolutionnaire pour ceux qui ont passé toute leur vie à se définir par le service aux autres. C'est comme redéfinir un chef d'orchestre comme un simple mélomane, un amoureux de la musique libre de toute obligation de performance. Huberman explique comment le cerveau forme l'identité par la répétition. Les rôles que vous pratiquez répétitivement deviennent ce que vous croyez être. Si vous avez pratiqué le rôle de guérisseur pendant 30 ans, votre cerveau croit littéralement que c'est votre essence. Mais ce n'est pas le cas. C'est un rôle important, peut-être précieux, mais tout de même un rôle. Vous existez indépendamment de lui. L'individuation du guérisseur blessé passe par une période de crise. Vous pouvez sentir que vous trahissez tout ce que vous êtes. Vous pouvez sentir que vous abandonnez les personnes qui dépendent de vous. Vous pouvez sentir que vous êtes égoïste pour la première fois de votre vie. Un peu comme Antoine, qui, après avoir toujours aidé Sophie à déménager, décide de s'accorder un week-end de repos. Ce sont de bons signes. Ils signifient que vous sortez enfin du schéma. L'autre bout de cette crise, c'est une version de vous, qui peut choisir quand guérir et quand se reposer, qui peut donner sans se vider, qui peut aimer sans se perdre, qui peut être présent pour les autres, sans s'abandonner elle-même. Cette version de vous n'est pas moins compatissante, elle l'est plus, parce que la compassion réelle vous inclut dans le cercle de soins, si vous êtes un guérisseur blessé, qui est enfin prêt à regarder sa propre blessure, si vous êtes fatigué de porter le poids du monde, alors que votre propre douleur reste oubliée. Si vous voulez apprendre à autant recevoir que donner, laissez un commentaire en écrivant « guérisseur blessé ». Je veux savoir combien d'entre vous se sont identifiés à ce message, et si cette vidéo vous a montré des schémas que vous ne pouviez pas voir auparavant. Si elle vous a donné une explication à quelque chose que vous ressentiez, mais ne compreniez pas. Envisagez de soutenir ce travail via le Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à produire du contenu qui combine la profondeur de Jung avec la science de Huberman, du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le voyage du guérisseur blessé ne se termine pas lorsque vous regardez une vidéo.
Il commence lorsque vous décidez enfin que vous méritez la même compassion que vous offrez à tout le monde. Jung disait que qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez passé beaucoup de temps à regarder à l'extérieur, vers les douleurs des autres, vers les blessures des autres, vers les besoins des autres. Peut-être est-il temps de regarder enfin à l'intérieur et de s'éveiller. Huberman nous montre que chaque moment de conscience change physiquement votre cerveau. Chaque prise de conscience crée de nouvelles connexions neuronales. Chaque choix différent affaiblit les anciens schémas et renforce les nouveaux. Vous n'êtes pas piégé. Vous ne l'avez jamais été. Vous dormiez juste dans un rôle, que vous avez appris si jeune que vous avez oublié que c'était un rôle. La blessure qui a fait de vous un guérisseur n'a pas besoin de vous définir pour toujours. Elle peut devenir votre plus grande enseignante, votre porte vers la profondeur, votre connexion avec tous les autres guérisseurs blessés qui existent, mais elle doit d'abord être vue, reconnue, guérie, et vous seul pouvez le faire pour vous. Le guérisseur blessé ne devient entier que lorsqu'il se permet enfin d'être guéri. La question n'est pas de savoir si vous en avez la capacité. Vous qui savez guérir les autres, vous savez certainement vous guérir vous-même. La question est, allez-vous enfin vous permettre d'être suffisamment important pour essayer ?